Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Cet épisode fait suite au précédent que je vous invite à regarder pour comprendre l'épisode actuel. Parce que dans le dernier épisode, j'avais traité de la question de la guerre opposant les États-Unis et la Russie, la rencontre Trump-Poutine. Et j'ai tenté de répondre à la question suivante, à savoir, est-ce que les États-Unis, ou plus globalement la puissance anglo-américaine, a renoncé à son ancien projet qui remonte au 19e siècle, de destruction de la Russie pour contrôler l'Eurasie. Dans cet épisode, nous allons aborder un thème qui est directement lié au précédent, à savoir la guerre États-Unis-Russie et le partage du monde. C'est extrêmement important pour comprendre tout ce qui se passe actuellement, les négociations entre les Russes et les États-Unis, les intentions réelles des États-Unis. Je ne parle pas des intentions de Donald Trump ou des intentions de Vladimir Poutine. Je distingue dans ma méthodologie les personnes, même si elles sont au pouvoir, et les dynamiques historiques, la logique des États qu'ils dirigent et les constantes géopolitiques. Alors, avant de commencer, je vous invite très fortement à liker, partager, commenter cette vidéo. Pour ceux qui ne peuvent pas soutenir financièrement, eh bien, c'est ce que vous pouvez faire pour aider ce travail. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui peuvent soutenir la chaîne, pour poursuivre sur la durée, ça fait déjà depuis le mois de janvier 2025 que je fais ces chroniques hebdomadaires. Donc, vous pouvez la soutenir, la chaîne, via Tipeee et PayPal. Dans la description de la chaîne, vous trouverez les liens. Vous cliquez, vous soutenez, c'est rapide. Et pour ceux qui ont des questions à me poser et qui veulent absolument que j'y réponde, eh bien, il y a Patreon, donc ma page Patreon. Vous cliquez dans la description de la chaîne aussi, de la vidéo, vous trouverez le lien Patreon, vous vous abonnez, vous m'envoyez vos questions et je vous répondrai. Donc là, au moment où j'enregistre, au moment où plutôt où vous regarderez cette vidéo, eh bien, la vidéo du mois d'août sur Patreon sera sortie. Comme je reçois maintenant beaucoup de questions, je vais faire 2 vidéos par mois pour pouvoir répondre à vos questions dans des vidéos qui ne seront pas trop longues. Donc voilà, Tipeee, PayPal et Patreon. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui qui est dense, la guerre États-Unis-Russie et le partage du monde. Alors, on va faire de l'histoire, nécessairement, pour comprendre le présent, pour comprendre la géopolitique mondiale actuelle, les négociations entre les Russes et les Américains, et essayer d'anticiper l'avenir, anticiper les événements futurs. Alors, on va parler des notions de bipolarité, d'unipolarité. Donc, pour ce faire, on va être obligé de remonter à la période de la guerre froide, de l'Union soviétique, et au-delà. Nous allons le voir tout de suite. Alors, on commence. Donc, du début de la guerre froide à la chute de l'Union soviétique, nous avons vécu, vous le savez tous, dans un monde bipolaire. Beaucoup d'entre vous ont vécu cette séquence historique. Moi, j'étais enfant lorsque le mur de Berlin s'est effondré. L'Union soviétique s'est effondrée et le mur de Berlin par la suite. Donc, suite à l'effondrement de l'URSS, le monde a subi, alors on l'a tous vécu, ou presque, le diktat de l'unipolarité américaine, ce qu'on appelle le moment unipolaire, c'est-à-dire le moment où les États-Unis ont dominé le monde sans rival, sans puissance rivale capable de contester ce pouvoir hégémonique. Cette destruction qu'ils ont semé, ce chaos qu'ils ont semé aux 4 coins du globe. Et
au début de l'année 2022, février 2022, a été officialisée par Vladimir Poutine, entrer en confrontation directe avec le monde unipolaire devenu minoritaire, la naissance du monde multipolaire, qui existait de facto depuis la réémergence de la Russie et de la Chine. Mais disons que la confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie a acté, officialisé la fin du moment unipolaire. C'est-à-dire, l'État russe a osé s'opposer militairement, et non plus simplement diplomatiquement comme il le faisait auparavant, ou indirectement, comme il l'a fait en Syrie par exemple, mais quasiment directement, c'est-à-dire une opposition militaire, confrontation militaire avec les forces de l'OTAN sur le sol ukrainien. Encore une fois, l'Ukraine a été un territoire de guerre, un pays et un peuple qui a été sacrifié par les États-Unis et leurs alliés, mais ce n'était pas qu'une guerre opposant l'Ukraine et la Russie. C'est d'abord une guerre opposant l'OTAN et la Russie, l'OTAN utilisant l'Ukraine dans ce contexte. Alors, le monde bipolaire et la guerre froide, faut en parler quand même un peu. Revenons un peu encore en arrière. L'avènement du nazisme et des mouvements fascistes en Europe aurait pu constituer, avec le libéralisme anglo-américain et le communisme à l'Est, un des pôles d'un monde tripolaire. On aurait pu vivre dans un monde tripolaire si l'Allemagne nazie n'avait pas attaqué l'Union soviétique et n'avait pas violé le pacte Ribbentrop-Molotov. La guerre Allemagne-Russie, ou Allemagne-Union soviétique, si vous préférez, fut une aubaine historique en réalité pour les Britanniques et les Américains qui ont laissé l'Union soviétique les débarrasser du très encombrant empire allemand. Adolf Hitler, qui méprisait les Slaves et qui était fasciné par les Britanniques et les Anglais et qui pensait pouvoir partager le monde avec les Britanniques, a violé une loi géopolitique. C'est-à-dire, il s'est opposé à une autre puissance terrestre, à savoir la Russie, au lieu de maintenir cette alliance avec cette autre grande puissance terrestre, en imaginant qu'il pouvait partager le continent avec la puissance maritime anglo-américaine, les deux puissances maritimes anglo-américaines. Résultat des courses, il s'est retrouvé pris en étau entre l'Union soviétique, grande puissance terrestre, et les puissances maritimes. Et on connaît la suite. Donc, au lieu d'un monde tripolaire, c'est un monde bipolaire qui naquit dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dominé par l'Empire libéral et l'Empire communiste qui se partagèrent l'Europe. Tout ça, vous le savez. Maintenant, on peut se poser une question, à savoir, est-ce que la confrontation idéologique entre ces deux pôles, libéral, capitaliste, anglo-américain, et communiste, donc soviétique, n'était-il qu'un habillage d'une opposition qui était, elle, d'une autre nature? Et là, on va revenir à l'histoire pour le saisir. Mais disons que, pour répondre d'emblée, les deux ne s'excluent pas. La dimension idéologique est extrêmement importante. C'est pas moi qui vais le nier. Mais il y a aussi une constante géopolitique de confrontation entre, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo, entre la puissance maritime et la puissance terrestre qui va au-delà des oppositions idéologiques. La lutte entre l'Empire britannique, je l'ai expliqué, mais il faut quand même le rappeler, et la Russie est antérieure à la révolution bolchevique, antérieure à l'avènement de l'hégémon américain, antérieure donc à la guerre froide. Un des enjeux de cette lutte au XIXe siècle et comme au XXe siècle était le contrôle de l'Europe, de l'Asie centrale et de l'Asie plus globalement
Extrême-Orient, jusqu'à l'Extrême-Orient. Il s'agissait de contrôler tout le grand continent, je ne vais pas y revenir ici. Le partage de l'Europe entre bloc soviétique et États-Unis et leur glacis, le glacis des États-Unis, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, ainsi que la guerre d'Afghanistan dans les années 1980, sont les faits qui mettent en évidence ces constantes géopolitiques. Dans un article du 19 avril 1942, je ne parle même pas des autres guerres, au Vietnam, guerre de Corée, on voit bien que je vais y revenir de toute façon. Je vais y revenir. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, restons dans la période de la guerre froide et même un petit peu avant. Je vais vous citer un extrait d'un article du 19 avril 1942, publié dans l'hebdomadaire berlinois Das Reich, où Carl Schmitt explique que selon lui, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, a lancé l'Amérique dans la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, pour suivre l'ambition de, je cite Carl Schmitt, reprendre l'hégémonie britannique traditionnelle basée sur la puissance navale pour la reconduire sous la forme d'une hégémonie mondiale et navale anglo-américaine. Sur le sujet, je vous renvoie à ce livre que j'ai publié en 2023, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. Vous trouverez dans la description de la chaîne le lien pour vous le procurer si vous voulez le lire. Donc ce n'est évidemment pas pour combattre le nazisme, en tout cas pour sauver l'Europe, que les États-Unis ont débarqué en Normandie. L'objectif stratégique britannique, exposé en 1904 par Alford John Mackinder, que je vous ai cité la dernière fois, dans la dernière vidéo, était de contrôler l'Europe, en faire une tête de pont vers et contre la Russie, puis contrôler l'Asie centrale, le Heartland, et ainsi dominer le monde. Puis, l'Américain, géopolitologue américain, Nicholas Spykman, qui a eu une influence sur Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis à l'époque, avança dans les années 1942-1943 que le contrôle du monde par les États-Unis devait passer par l'endiguement de l'URSS. Containment en anglais, l'endiguement, la contention. C'est sa fameuse théorie géopolitique sur le contrôle du Rhineland, zone côtière. Qui contrôle le Rhineland, contrôle l'Eurasie, qui contrôle l'Eurasie, contrôle les destinées du monde. Fin de citation. Quant aux bolcheviks, donc là on passe du côté russe, même si les bolcheviks n'étaient pas si russes que cela. Quant aux bolcheviks, au lendemain de leur coup d'État, ils ne firent pas autre chose sur le plan géopolitique que récupérer les régions de l'Empire russe. Donc il y a une constante, au-delà même de la révolution, au-delà de l'idéologie. L'historienne spécialiste de la Russie et du communisme, Sabine Dulin, explique que, je la cite, dans l'historiographie de l'URSS, l'idée de l'exceptionnalisme et de la spécificité de la construction politique soviétique a longtemps dominé. À partir du moment où l'accès aux ressources a été possible, l'accès aux sources a été possible, les historiens ont alors souligné, plutôt que la table rase, les continuités entre l'ancien régime et la révolution en termes d'acteurs et de pratiques étatiques. Dans les représentations de l'espace des leaders bolcheviks se superposent ainsi deux cartes de la souveraineté sur le territoire. Sur une première carte, à l'échelle de l'ancien empire russe, la souveraineté est acquise au centre et il faut l'étendre à la périphérie contre-révolutionnaire. Cette carte est sans aucun doute celle de Iosif Staline. Elle l'appelle Iosif parce que c'est son vrai nom, c'est pas Joseph Staline. Son vrai nom est Iosif Djougashvili, alias Joseph Staline. Alors, donc elle dit que c'est sans doute, cette idée est sans doute celle de Iosif Staline, lorsqu'il promeut dès avril 1918 en tant que commissaire du peuple aux nationalités, l'idée d'autonomie territoriale pour les régions frontalières en retard sur le centre.
sur la seconde carte, cette fois-ci, à l'échelle est-européenne, se dessinent des pôles révolutionnaires sur lesquels il faudrait, si la conjoncture est favorable, s'employer à réduire la distance. Les confins de la première carte sont dans la seconde carte des espaces intermédiaires, tantôt corridors, tantôt barrières. Fin de citation. Lorsque les bolcheviks font entrer la 11e armée sur le territoire de la République de Géorgie le 15 février 1920, ils invoquent la légitime défense, contre les Britanniques susceptibles de se servir du sol géorgien contre la République des Soviets. L'histoire s'est répétée en 2008 avec la guerre entre la Géorgie aux ordres des États-Unis contre la Russie. Les États-Unis ont excité les Géorgiens, vous vous souvenez en Ossétie, ils ont excité les Géorgiens qu'ils ont poussés dans une confrontation militaire contre la Russie. Donc vous voyez ces constantes géopolitiques. À l'échelle donc de l'histoire de la longue durée, la période soviétique fut une séquence certes importante, mais non fondatrice d'une nouvelle géopolitique. Elle s'inscrit dans une confrontation qui lui est antérieure et postérieure. On le voit aujourd'hui. L'Union soviétique s'est effondrée au début des années 90. Pourtant, on est toujours dans le même type de confrontation géopolitique entre les Anglo-Américains et la Russie. Donc lorsque Vladimir Poutine s'étonnait au début des années 2000, dans le texte que je vous ai cité dans la précédente vidéo, de voir persister chez les Américains le schéma de la guerre froide, c'est en réalité le schéma de la guerre impériale hégémonique entre de la Grande-Bretagne contre la Russie qui persistait et persiste toujours. Donc c'est pas seulement les schémas de la guerre froide, c'est le schéma de ce qu'on appelle le grand jeu du 19e siècle qui se poursuit au-delà des révolutions, au-delà des idéologies. Donc venons-en à l'unipolarité qui a précédé la multipolarité, le moment unipolaire. Alors l'unipolarité, c'est-à-dire la domination exclusive du monde par les États-Unis, a été un bref moment historique, contrairement à ce que croyaient certains, qui a débuté avec l'effondrement de l'Union soviétique, qui était synonyme pour les Américains, en tout cas pour certains Américains, de la disparition définitive de l'Empire russe et de la puissance russe, ainsi que de la fin de l'histoire. Francis Fukuyama. C'est ce que George Bush, père, président des États-Unis à l'époque, a appelé The New World Order, le nouvel ordre mondial, le 11 septembre 1990, lors d'un message à la nation américaine, déclaration qu'il a faite quelques semaines après le début de la guerre du Golfe, donc contre l'Irak de Saddam Hussein, qui a commencé le 2 août 1990 et qui s'est terminé le 28 février 1991, lancé par les États-Unis à la tête d'une coalition de 35 pays. La France de François Mitterrand y avait participé d'ailleurs à l'époque. Cette guerre était censée montrer au monde que ce nouvel ordre mondial avait pour maître et architecte l'Amérique, une sorte de nation messie. Je vous renvoie à ce livre sur le concept des États-Unis comme empire messianique, nation messie, qui en vainquant l'Union soviétique avait fait s'effondrer l'histoire et fait entrer le monde dans l'ère messianique, à savoir l'établissement sur la terre entière de l'Éden libéral. C'était ça l'idée. Et c'était une vieille idée, une idée qui remonte à Woodrow Wilson. Président Wilson, président des États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Or, la cible choisie par les États-Unis pour faire la démonstration de leur toute-puissance aurait dû mettre la puce à l'oreille à tous les géopolitologues. Attaquer l'Irak, ou plus tard la Yougoslavie, donc des petits pays impuissants, n'était pas une démonstration de force, mais plutôt de faiblesse. Je renvoie à l'ouvrage d'Emmanuel Todd paru en 2002 qui s'appelle Après l'Empire.
Et c'est sur la décomposition du système américain. Profitant de l'effondrement de l'Union soviétique et de l'effacement de la Russie de la scène internationale durant la décennie 1990, les États-Unis ont tiré profit de cet avantage et de ce vide géopolitique pour multiplier les guerres directes et par proxy et les révolutions colorées pour mettre en place des régimes et des dirigeants politiques soumis. Donc ils ont capitalisé sur ce moment historique, parce que les réalistes parmi les dirigeants américains et les penseurs, les stratèges avaient bien conscience que l'histoire n'était pas terminée et qu'il y avait un risque de d'émergence de puissance continentale, l'histoire n'étant pas terminée. Cette agitation militaire, cette hubris, n'a pas fait perdre le sens des réalités aux stratèges américains qui gardaient à l'esprit que cette domination mondiale avait pour première condition l'empêchement de l'émergence ou la réémergence de puissances rivales. Pour preuve, le 8 mars 1992, le New York Times publie un rapport secret du Pentagone stipulant que, je cite, extrait du rapport secret du Pentagone, la mission politique et militaire de l'Amérique pour l'après-guerre froide consistera à faire en sorte qu'aucune superpuissance rivale ne puisse émerger en Europe de l'Ouest, en Asie ou dans les territoires de l'ancienne Union soviétique. Fin de citation. L'auteur de ce rapport est le néoconservateur américain d'origine polonaise et de confession juive, Paul Wolfowitz. À l'époque, il était numéro 3 du Pentagone et futur secrétaire adjoint à la défense de George W. Bush Jr. Il a fait partie des pro-israéliens fanatiques qui ont poussé les États-Unis dans la série de guerres, notamment en Irak. D'après le journaliste d'investigation américain James Mann, donc là je ne cite pas John Mearsheimer, Stephen Walt, le colonel McGregor, Jeffrey Sachs, là je cite un autre auteur américain, James Mann. Ils sont nombreux, ils sont légion à le dire, d'ailleurs depuis longtemps. Donc je cite, James Mann dit à propos de Wolfowitz, Wolfowitz s'est révélé être l'un des plus fervents défenseurs d'Israël au sein de l'administration Reagan. Donc déjà, à l'époque de Reagan. Et on le retrouve dans l'administration de George W. Bush, à la manœuvre avec d'autres, pour pousser les États-Unis dans des guerres israéliennes. Mais cette stratégie visant la Russie a échoué. On a vu réémerger non pas une, mais deux grandes puissances, la Russie et la Chine. Et ces puissances ont agrégé autour d'elles des nations relativement importantes dans le cadre d'organisations de coopération économique et géopolitique comme les BRICS, organisation économique, et l'organisation de coopération de Shanghai. Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Inde, Pakistan, Iran. Dans les années 2000, les États-Unis ont compris que la Russie et la Chine remontaient sur la scène internationale. C'était une évidence. Ce qui coïncidait avec l'hyperfébrilité américaine et l'agressivité grandissante des États-Unis. Une Amérique menant des guerres tous azimuts, on ne va pas faire la liste, qui a provoqué des millions de morts, notamment sous l'influence du lobby pro-israélien. Je vous renvoie au livre de Stephen Walt et John Mearsheimer que je vous ai déjà présenté ici, et je vous en renvoie aussi à ce livre, Dylan Papé, le lobby sioniste des deux côtés de l'Atlantique. Dylan Papé est un historien israélien. Ce livre a été publié aux éditions Ethos. Voilà, vous trouverez dans le lien, dans la description de la chaîne, le lien pour vous le procurer. Parenthèse terminée. Les révolutions colorées dans les pays frontaliers voisins de la Russie et les provocations contre elles se multiplient, donc dans les années 90 et dans les années 2000, sans parler de la guerre de Tchétchénie déclenchée et pilotée par les États-Unis. Donc là, la guerre en Ukraine n'a pas commencé.
On n'est pas encore dans l'agression de l'Ukraine par la Russie. Dans la même période, débute une séquence où des affaires d'espionnage chinois éclatent aux États-Unis, où Washington contraint Israël, par exemple, à annuler la livraison à la Chine de systèmes embarqués de surveillance Falcon, et où, durant la guerre contre la Serbie en 1999, l'OTAN bombarde, par erreur, entre guillemets, l'ambassade de Chine à Belgrade. Les Chinois n'ont pas oublié ça. Et ils l'ont fait au moment où la Chine n'était pas encore la puissance qu'elle est aujourd'hui. Le géopolitologue célèbre américain Samuel Huntington perçoit, donc il écrit dans son livre Choc des civilisations, donc paru en 1996, il perçoit le problème que va poser la Chine aux États-Unis et énumère les signes qui l'alarment. Donc il y a un certain nombre de géopolitologues américains qui sont très inquiets vis-à-vis de la Chine, d'autres plus inquiétés par la Russie. C'est ce qui explique aussi cette espèce de dichotomie, cette incohérence de la géopolitique américaine, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des forces, notamment néoconservatrices, qui sont aussi pro-israéliennes, pro-israélienne et anti-russe, ça va souvent ensemble, qui se focalisent sur la Russie et qui poussent les États-Unis vers une contention de la Russie, provocation contre la Russie, finalement guerre contre la Russie. Et d'autres géostratèges qui, eux, ne considèrent pas la Russie comme un danger, mais considèrent la Chine comme un danger. Et disent, non, il ne faut pas faire la guerre à la Russie, mais il faut mener une politique agressive vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, John Mearsheimer en fait partie. Il fait partie de ces géopolitologues américains qui disent clairement qu'il faut contenir l'hégémon chinois, alors que la Chine n'est pas un hégémon. C'est traditionnellement un empire qui a une zone d'influence, comme tous les empires et toutes les grandes puissances, mais qui n'aspire pas à remplacer les États-Unis en tant qu'hégémon mondial. Absolument pas. C'est pas dans leur culture, c'est pas partie de leur histoire. Voilà. Mais lui s'imagine que les Chinois, dans une espèce de rivalité mimétique, vont se mettre à jouer l'hégémon mondial comme les États-Unis. Alors revenons-en à Samuel Huntington. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc il énumère les signes qui l'alarment. La confrontation à la conférence de Vienne sur les droits de l'homme entre l'Ouest, menée par le secrétaire d'État américain Warren Christopher, qui dénonçait le relativisme culturel, et une coalition de pays musulmans et confucéens, confucianisme, Chine, qui rejetait l'universalisme occidental. Le vote, à l'évidence pour des raisons de civilisation, en faveur de Sydney plutôt que de Pékin pour l'organisation des Jeux olympiques de l'an 2000. La vente de composants de missiles par la Chine au Pakistan, les sanctions américaines contre la Chine qui en ont résulté et les dissensions entre la Chine et les États-Unis sur d'éventuelles livraisons de technologies nucléaires à l'Iran. La rupture du moratoire sur les essais nucléaires menés par la Chine, malgré les vives protestations américaines et le refus par la Corée du Nord de participer à des négociations sur son programme nucléaire. L'appel par le président iranien en faveur, donc à l'époque, le président iranien était Ali Akbar Rafsanjani, donc classé plutôt réformiste. Donc l'appel par le président iranien à la faveur en faveur d'une alliance avec la Chine et l'Inde afin d'avoir le dernier mot en matière internationale. Fin de citation. Donc l'histoire de longue durée nous apprend une chose. Simple, évidente, basique, aucun empire n'est éternel. Cela a été la grande naïveté, ou plutôt le fanatisme messianique de l'Amérique, je vous renvoie à ce livre, que de croire qu'elle était le dernier empire. Le monde multipolaire, quant à lui, c'est la période, c'est le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui,
et la coexistence de plusieurs empires ou puissances, plusieurs grandes civilisations et centres économiques, centres de décision qui agrègent d'autres nations. Voilà, c'est ça la réalité du monde actuel et non pas la fin de l'histoire avec une hégémonie américaine planétaire. Dès 1932, donc très tôt, Carl Schmitt avait prévenu que l'établissement d'un État mondial que voulaient les États-Unis était une impossibilité, une utopie. Toutes ces histoires de gouvernement mondial, gouvernance mondiale, ne peuvent advenir en fait qu'au temps messianique, c'est-à-dire à un moment où on change complètement de paradigme, où une figure descendue du ciel imposera son ordre à toute l'humanité. Mais jusque-là, on est dans un monde politique. Et donc, je cite Carl Schmitt, qui résume très bien cela. Le caractère spécifique du politique entraîne un pluralisme des États. Toute unité politique implique l'existence éventuelle d'un ennemi et donc la coexistence d'une autre unité politique. Aussi, tant que l'État, en tant que tel, subsistera sur cette terre, il en existera plusieurs et il ne saurait y avoir d'État universel englobant toute l'humanité et la terre entière. Le monde politique n'est pas un universum, mais, si l'on peut dire, un pluriversum. Fin de citation. Ce qui nous amène au partage du monde. Il y a eu un partage du monde à Yalta en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale arrivait à son terme, où les grands vainqueurs se sont partagés le monde. Plutôt, se sont partagés l'Europe, qui était à l'époque encore le centre du monde, d'une certaine façon. Maintenant, on va parler du partage du monde au XXIe siècle. Là, on en arrive au sujet, le sujet de cette vidéo. Donc, le conflit actuel entre les centres de décision de l'Ouest et ceux de l'Est peut être interprété comme un partage du monde. Le dernier partage du monde a été fait à la conférence de Yalta, comme je vous l'ai dit, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, entre des puissances qui s'étaient alliées contre l'Allemagne. C'est une des différences avec la séquence actuelle qui est un partage du monde entre puissances antagonistes et non pas alliées momentanément contre un ennemi commun. Celles qui sont sorties victorieuses, donc celles qui veulent se partager le monde actuellement, sont principalement celles qui sont sorties victorieuses du dernier conflit mondial et qui n'ont plus d'ennemis communs. Contrairement à l'époque où l'Allemagne nazie était l'ennemi commun. D'où le discours commun partagé sur la lutte contre le fascisme, le nazisme, etc., mais instrumentalisé de façon différente de part et d'autre. À cette nouvelle division du monde, les États-Unis aujourd'hui ne consentent pas. Une autre différence avec l'époque. Il y avait un consentement dans le partage du monde. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On est véritablement dans une séquence historique. Donc on sort du monde unipolaire et les États-Unis ne veulent toujours pas abandonner ce rêve d'unipolarité. Ils n'arrivent pas à accepter cette nouvelle réalité multipolaire. D'où la fameuse phrase de Donald Trump qui disait que, méprisant les BRICS en disant qu'il ne savait même pas si la Chine était membre des BRICS. Déclaration curieuse. Il y a une sorte de déni en réalité. Plutôt un déni de réalité. Donc les Européens sont revenus depuis l'époque des grandes conquêtes maritimes à un droit étatique, terrestre, de frontières fixes. C'est ce qui amène au partage du monde. À l'époque des grandes découvertes, il y avait une sorte de désenclavement des puissances européennes parce que l'espace européen était trop petit pour ces puissances. Et en plus, elles étaient vraiment coincées en Europe. Il y avait
l'Empire ottoman et l'Empire russe qui empêchait un développement impérial de l'Europe, des puissances européennes vers l'Est. Et donc elles se sont déployées vers l'Ouest, d'où la découverte de l'Amérique et puis la colonisation de l'Afrique. Et donc un partage du monde, mais un partage d'un monde libre, c'est-à-dire l'Amérique, et où le droit européen n'avait pas cours, et un espace immense où les Européens pouvaient s'affronter d'ailleurs et se partager de nouvelles terres et de nouvelles richesses. Puis il y a eu 1648 et la naissance de la conception véritablement moderne d'État, de frontières et de reconnaissance de l'État, non plus comme à l'époque médiévale, comme un ennemi injuste qu'on pouvait diaboliser, mais on est rentré dans une espèce de réalisme politique et géopolitique où, en théorie, les États étaient considérés comme égaux et dont il fallait maintenir les frontières, empêcher une trop grande influence d'un État par rapport à d'autres et reconnaître la légitimité de l'État. Et donc le droit étatique moderne s'est véritablement établi à partir de là. Donc, comme je disais, les Européens sont revenus donc depuis l'époque des grandes conquêtes maritimes à un droit étatique terrestre de frontières fixes, d'où le partage du monde. Et cette culture du partage du monde qu'on a vu se concrétiser à Yalta. Les Anglo-Américains, eux, de par leur nature océanique, demeurent imprégnés de l'idée de frontières mouvantes. Ça, c'est très important. C'est la vision maritime qui prend le pas sur la vision terrestre et du droit terrestre. Donc, ils sont imprégnés de l'idée de frontières mouvantes, voire de sans-frontiérisme, ce qui est d'ailleurs un point qu'ils ont en commun avec Israël et la conception juive qu'a Israël de l'espace. Israël est un État sans constitution et sans frontières. Donc un État qui, comme les Anglo-Américains, a une vision du droit qui est tout à fait relative, d'autant plus que, étant donné qu'ils sont dans une conception inégalitaire dans les rapports entre hommes et rapports entre États, ils ne sont pas tenus, selon eux, de respecter les traités, les frontières des autres, et ils sont imprégnés d'une vision nomade qui est voisine, ou même sœur, de la vision thalassocratique, de la domination maritime qui, elle, est sans frontières. Je referme cette parenthèse d'ailleurs. Il y a quelques mois, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU à l'Assemblée générale de l'ONU déchiré la charte de l'ONU, c'est-à-dire déchirer les textes du droit international. C'est clair. Le projet de conquête ne connaît donc pas de terme, selon les Anglo-Américains, les Israéliens, pas de terme, pas de limite, seulement de forme, via la guerre par procuration, via la révolution colorée, les prêts du FMI, etc. Là, on le voit en Israël par l'épuration ethnique et le génocide. Le partage du monde au XVIe et XVIIe siècle résultait, comme je l'ai dit, de la découverte du Nouveau Monde qui offrait plus d'espace aux puissances européennes, lesquelles étaient à l'étroit, contenues
à l'Est, comme je l'ai dit, par l'Empire ottoman et par l'Empire russe. À la conférence de Yalta, donc en février 1945, les Américains et l'URSS, les Américains, les Britanniques et l'URSS, on va dire les Anglo-Américains et l'URSS, les puissances de la Socratique et l'URSS, la Russie, se sont partagés l'Europe qui n'était plus une actrice politique et qui ne l'est toujours pas redevenue. On l'a vu avec la photo dans le bureau ovale, avec le président américain face à ses vassaux qu'il a fait asseoir sur des petites chaises. Donc, ainsi débarrassé de la principale puissance européenne, à savoir l'Allemagne, et du Japon en Asie, les deux pôles géopolitiques mondiaux pouvaient se partager le monde. Les Anglo-Américains et l'Union soviétique, la Russie. Puis vint la séquence historique tant attendue par les États-Unis. Ils l'attendaient et c'est arrivé. Et donc c'est le moment unipolaire qui correspond pour eux au temps messianique attendu par la puissance américaine. Et quand ils ont vu cela se réaliser, d'une certaine façon, c'est un peu comme si vos croyances religieuses se concrétisaient. C'est très difficile ensuite d'y renoncer. Donc le moment attendu est l'avènement, d'une certaine façon, d'un monde vierge, c'est-à-dire sans occupant géopolitique, sans rival géopolitique, sans puissance capable d'arrêter l'hégémonie mondiale des États-Unis. Donc ce n'est plus la moitié de l'Europe ou la moitié du monde, d'une certaine façon, qui se ferait à l'Amérique, mais son entièreté. Il n'était plus question de partage. Là, on est entré dans autre chose, c'est-à-dire l'abolition de Yalta, puisque une des puissances de la conférence de Yalta, l'Union soviétique, s'est effondrée. Donc Yalta, la conférence de Yalta, s'est effondrée avec elle. D'où l'expansion de l'OTAN en Europe, puisque l'Union soviétique n'était plus là, malgré la fameuse promesse dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo des États-Unis à l'Union soviétique puis à la Russie de ne pas s'étendre, de ne pas étendre l'OTAN. Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, ce n'est plus une, mais plusieurs grandes et moyennes puissances qui font face aux États-Unis. Là, c'est un problème plus grand encore que doivent surmonter les États-Unis, qui sont aujourd'hui beaucoup moins puissants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Beaucoup moins puissants militairement, relativement, par rapport aux autres puissances mondiales, beaucoup moins puissants militairement, beaucoup moins puissants économiquement, et même en termes de soft power. Et surtout, cette fois, le partage du monde, comme je l'ai dit, est imposé à l'Amérique. Alors qu'à Yalta, il était accepté. Et donc cette imposition du partage du monde est très mal vécue par l'Amérique, comme une mauvaise surprise, et il est imposé par des puissances qu'elle avait dominées. La Russie a été dominée via ses oligarques qui n'étaient pas toujours orthodoxes dans les années 90, et la Chine qui a été dominée par les Britanniques. Donc c'est encore plus difficile à accepter. Donc, les guerres et les frictions actuelles sont dans l'ordre naturel de l'histoire géopolitique. Il ne faut pas s'en étonner. Quand on étudie l'histoire et la géopolitique, on observe et on voit les événements actuels de façon plus froide et plus sereine. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est une période de turbulence qui annonce un nouveau partage du monde. Un partage que les Russes et les Chinois tentent d'imposer aux États-Unis, qui refusent d'accepter cette nouvelle réalité multipolaire. Il est là le fond du problème, en fait. D'autant plus difficile à admettre que les Américains
ont cru que Dieu, ou pour ceux qui ne sont pas croyants, et l'histoire, mais l'histoire au sens hegelien, leur avait promis la terre entière. Francis Fukuyama n'était pas croyant, mais plutôt influencé par Hegel et la vision hegelienne de l'histoire, mais réadaptée. Donc le danger est le suivant. Nous avons d'un côté la Russie et la Chine qui souhaitaient un partage du monde à l'amiable, une sorte de second Yalta sans trop d'effusion de sang, et de l'autre côté, les États-Unis qui ne veulent pas partager et qui risquent de nous entraîner dans une guerre totale. Donc, en conclusion, partant de toutes ces données historiques et géopolitiques, ce qui limite la guerre contre la Russie, la guerre totale contre la Russie, c'est l'arme nucléaire. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale. C'est elle qui détient le plus d'ogives, plus de 6000. La défaite de l'armée ukrainienne sur le terrain et la défaite militaro-industrielle de l'OTAN face à la Russie contraignent Washington à négocier avec Moscou dans ce qui s'apparente à un partage du monde, mais qui ne signifie pas la paix. Le partage du monde, ça ne signifie pas la paix. Il ne faut pas confondre les deux notions. Rappelons-nous que la conférence de Yalta a débouché sur un partage du monde, mais aussi sur la guerre froide, considérée par certains analystes comme une troisième guerre mondiale. La guerre froide comme troisième guerre mondiale, car l'Union soviétique et plus largement le monde communiste et les États-Unis se sont affrontés violemment, indirectement, sur les périphéries, de façon quasi continue. Comme je l'ai dit, guerre de Corée, guerre du Vietnam, jusqu'à la chute de l'Union soviétique au lendemain de la guerre d'Afghanistan, qui a duré de 1979 à 1989, où s'opposaient, par talibans interposés en Afghanistan, l'Union soviétique et les États-Unis. Zbigniew Brzezinski, à l'époque, était à la manœuvre, tout le monde le sait. Donc la victoire américaine n'a pas non plus signifié la paix. Quand je parle de la victoire, c'est la chute de l'Union soviétique après la défaite de l'Union soviétique en Afghanistan. L'unipolarité américaine, résultant de la victoire américaine sur l'Union soviétique, a été sanglante et chaotique. En fait, on n'a pas eu de répit depuis la Seconde Guerre mondiale. Le retour de la Russie a connu également des tentatives d'empêchement par la guerre. En Tchétchénie, en Géorgie, donc 2 guerres de Tchétchénie, la provocation, donc la guerre en Géorgie, et maintenant la guerre en Ukraine, sans parler de tout ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc il y a aussi, faut pas oublier, actuellement, d'où la convocation des dirigeants européens par Trump à la Maison-Blanche, il y a un frein à ces négociations, qu'on appelle négociation de paix, mais qu'on pourra appeler, comme le titre de cette vidéo, le partage du monde. C'est un partage du monde, c'est une négociation pour un partage du monde, un nouveau Yalta, mais imposé par les Russes, et dans une autre mesure par les Chinois. Donc le frein à ces négociations, ce sont les dirigeants européens dont la position dépend en partie du maintien de la guerre contre la Russie. Parce que ils risquent d'être les dindons de la farce de ce nouveau partage du monde. Vous souvenez-vous que Yalta a résulté du partage de l'Europe. Yalta, c'est le partage de l'Europe. Et donc, s'il y a une nouvelle négociation aujourd'hui et un nouveau partage du monde qui ne sera pas du tout comme celui d'Yalta, mais comprenez l'idée, les Européens risquent d'être les dindons de la farce, les dirigeants européens en particulier. Mais dans la mesure où ils sont des vassaux, les dirigeants européens, leur marge de manœuvre est réduite. Comme je l'ai dit dans une de mes chroniques après l'investiture de Donald Trump, une entente entre Poutine et Trump, pas une entente cordiale entre personnes, mais une entente politique et géopolitique, c'est-à-dire une négociation, un partage du monde,
si elle se concrétise par un accord, pourrait se faire par le sacrifice des dirigeants européens qui devront assumer les conséquences politiques de la défaite militaire. Il y a toujours des conséquences politiques à une défaite militaire qu'ils refusent. Donc le retour définitif de la Russie par la victoire non éclatante mais réelle en Ukraine préfigure un nouveau nomos de la terre. Le nomos, c'est un terme grec qui signifie le partage de terre et l'ordre. Donc le nouveau nomos de la terre, c'est un nouveau partage de la terre, un nouvel ordre sur terre. Et une nouvelle phase dans l'affrontement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je le répète, le partage du monde, à Yalta comme aujourd'hui celui qui est en cours, ne signifie pas la paix. C'est simplement un nouveau partage donc de zones d'influence et partage de terres, c'est-à-dire là, concrètement, c'est en Ukraine. Il va y avoir une négociation sur le partage de l'Ukraine. Donc, ce nouveau nomos, ce nouveau partage de la terre, va nous faire entrer dans une nouvelle phase dans l'affrontement qui ne s'arrête pas depuis le 19e siècle entre la puissance maritime, le monstre Léviathan, le long monstre marin Léviathan, et le Behemoth, le monstre de la Terre. Donc comprenez bien que ce qu'on appelle négociation de paix, c'est une négociation pour le partage du monde en zone d'influence, qui va constituer une nouvelle phase, comme à Yalta, dans l'affrontement entre les puissances terrestres, Russie, Chine aujourd'hui, et les puissances thalassocratiques, aujourd'hui représentées quasiment uniquement par les États-Unis, mais aussi par leurs vassaux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo et de soutenir via Tipeee, via PayPal dans la description de la chaîne et de vous abonner à ma chaîne Patreon. Vous vous abonnez à ma chaîne Patreon, vous m'envoyez vos questions et je vous réponds dans des vidéos mensuelles et bimensuelles désormais. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à mercredi prochain, 18 h si Dieu veut.